Voilà, alors on est là ce soir, disons, pour présenter la petite histoire de Jean Jaurès, des sous-titres « N'oublions pas ces combats ». Alors, petite histoire, mais grande qualité, puisque... Oui, c'est-à-dire petite histoire, mais grande qualité, puisque la préface a été faite par Rémi Puech, qui est professeur émérite de la faculté d'histoire de Toulouse, d'histoire contemporaine à Toulouse, et ensuite qui est président aussi des Amis de Jean Jaurès à Toulouse. Donc, voilà. Alors... je vais donner la parole. Ce soir, c'est Catherine Bernichamp-Lafitte qui va animer la soirée, mais sachez qu'elle a été un pilier aussi, où elle a participé au travail avec au moins des relectures et sûrement beaucoup plus. Mais Bernard nous le dira. Donc je lui laisse la parole, et sachant que vous-même, au cours de la soirée, vous pourrez poser des questions, bien évidemment. À vous la parole. Tu veux commencer? On commence. Donc nous sommes là donc, pour présenter ce livre que donc, a écrit Bernard Bessou. Bon, Bernard Bessou, je pense que je vais pas vous le présenter, parce que peut-être que vous le connaissez mieux que moi, puisque moi il y a un an que je le connais exactement, donc je pense que vous en savez plus sur lui que moi peut-être. Donc ce livre, c'est pas la première fois qu'il écrit un livre, il en a écrit un précédemment, en 2014, qui est ici, là, qui s'appelle Parcours pour demain avec les Tarbés et les Bigourdans, qui a été également publié aux éditions Kern. Et ce livre est très différent puisque c'est un livre qui est centré et qui part de son parcours politique, syndical, pour analyser les atouts, les faiblesses des Hautes-Pyrénées, de Tarbes aussi, et pour affronter justement le XXIe siècle. Donc là, c'est un livre tout à fait différent qui va nous présenter, puisqu'effectivement, donc, il a écrit la petite histoire donc de Jean Jaurès avec un sous-titre donc qui est « N'oublions pas ces combats ». Alors, la première question que je vais lui poser, c'est de savoir quelles sont les raisons qui l'ont poussé à écrire cette énième biographie. Enfin bon, on pourra revenir sur la qualification peut-être, alors qu'il y a de très nombreux livres qui ont été écrits effectivement sur Jean Jaurès, en particulier d'émérites historiens, hein, donc... Alain a parlé tout à l'heure de Rémi Puech, mais il y a Vincent Duclerc, aussi Jules Candard, Madeleine Ribériou, qui ont écrit déjà donc sur ce grand homme. Et dernièrement, donc, il y en a même un qui a été écrit, qui s'appelle Jean Jaurès, qui est paru en septembre 2024, de Jean Numa Ducange, qui est prof d'histoire contemporaine à Rouen. Alors, je voudrais te demander si ça t'a pas freiné, si malgré effectivement tous ces prédécesseurs illustres, est-ce que tu ne t'es pas senti illégitime à écrire effectivement un énième livre sur Jean Jaurès? Avant de répondre à ta question, je vais préciser une chose. Il ne s'agit pas d'une conférence sur Jaurès. La conférence sur Jaurès viendra en son temps. Cours janvier, février, premier trimestre 2025. Là, il s'agit de présenter le livre. Donc, je vais répondre à la question que me pose Catherine. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais eu dans la tête de rivaliser avec les illustres auteurs dont tu as parlé. La genèse de l'écriture de ce livre, elle date il y a presque 2 ans. C'était fin janvier 2023 et je reçois un coup de téléphone. On se téléphone très rarement, 1 fois par an, avec Jean-François Soulet. Il me dit est-ce que ça t'intéresserait d'écrire la petite histoire de Jaurès? Je lui écoute, je vais réfléchir. Je suis dans mon bureau, j'ai devant moi le portrait de Jaurès, je vais lui poser la question. Et on s'appelle ce soir. Et dans ma tête, j'avais fort envie d'écrire.
Mais il y avait un truc qui m'embêtait. Petite histoire de Jean Jaurès. Est-ce qu'on peut écrire la petite histoire de ce canton? J'ai un peu biaisé. J'ai dit oui, on va écrire l'histoire de ce canton. Comment? Mais différemment de... Ça ne sera pas une biographie. Parce que des biographies, comme tu dis, mais il en a été écrit des dizaines, la dernière dont tu faisais référence, et par des universitaires dont je n'ai pas ni les compétences, ni la formation, ni le talent. Et puis, quand on prend un peu ce qui a été écrit sur Jean Jaurès, notamment l'histoire en 17 volumes, les œuvres de Jean Jaurès en 17 volumes, sous la responsabilité d'abord de Madeleine Rébelliux, ensuite de Gilles Candard, qui reprennent toutes les œuvres de Jean Jaurès, ces différentes interventions à la Chambre des députés, les 2 livres qu'il avait écrits, à savoir L'Armée nouvelle, à savoir 3, les preuves à propos de l'affaire Dreyfus. Donc c'est une somme, 17 volumes, ça doit représenter 600 pages, vous faites la multiplication, vous voyez. Donc je ne faisais pas le poids en écrivant la petite histoire de Jean Jaurès. En plus, bon, j'avais lu précédemment, il y a quelques années plutôt, le Grand Jaurès de Max Callot, et j'avais lu aussi, j'ai repris pour y travailler dessus, les livres dont je parle, j'ai travaillé avec Jaurès de Gilles Candard et de Vincent Duclerc, qui est une biographie que je vous recommande. Il n'y a pas que celle-là que je vous recommande. Il y a le livre de Rémi Pêche, un des livres de Rémi Pêche sur Jaurès, Jaurès paysan. Je vous le recommande, pourquoi? Parce qu'il est bref, mais en même temps, on retrouve l'homme Jaurès. Ce n'est pas une biographie à proprement dite. Il y a de la chair dans ce livre. Il y a de la chair dans ce livre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la chair ailleurs, sur les autres, mais il y a de la chair dans ce livre. Et puis, il y a quand même la thèse présentée par Roland de Trempé sur Jaurès et les grèves des mineurs de Carmaux, qui est très intéressante, qui m'a beaucoup appris. Et puis il y a un livre qui est sorti là, courant 2024, mais vous le verrez quand on fera les conférences, à savoir un bouquin sur les duels de Jaurès. Parce que Jaurès était un homme de son siècle. C'était quelqu'un du Sud. Donc il avait le sang chaud un peu. Donc il a eu 2 duels, dont le dernier qui est raconté dans le livre Les duels de Jaurès, qu'il a eu avec Déroulède, tout ça, à Andaille. Exactement, près de l'île aux Faisans. Donc je ne voulais pas remettre une couche à l'écrivain, une nouvelle biographie, etc. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je me suis dit, on approche du centenaire de la panthéonisation de Jaurès, puisqu'elle a eu lieu le 23 novembre 1924, et on a commémoré cette panthéonisation le 30 novembre à Castres, au cours d'un colloque fort intéressant auquel j'ai assisté. Donc je me suis dit, il est temps peut-être de donner l'envie à des gens de reprendre contact avec Jaurès. En fin de compte, si je continue là, si je poursuis la métaphore, je dirais que j'ai voulu, dans le festin Jaurès, parce que Jaurès était
un personnage qui aimait les bons repas. Il suffit de visiter d'ailleurs à Bessoulé, mais on y reviendra, la salle à manger, de voir le petit, la petite terrine dans laquelle il y avait le foie gras. Hein. Puis en mangeant, il se tâchait un peu, ça c'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc j'ai voulu mettre le hors-d'œuvre, et puis mettre en appétence les gens, de façon à ce qu'ils poursuivent l'étude, la réflexion, etc. D'autant plus que, il me semble, et on verra, que la situation d'aujourd'hui nous invite très pressamment de réfléchir aux enseignements de Jaurès, de reprendre les combats de Jaurès. Pourquoi, comment? La situation dans laquelle nous nous trouvons, dans un monde complètement déboussolé, dans une société française où on ne sait plus ce que c'est que la République. Jaurès, il y a eu deux choses. Il y a eu le combat pour la République et le combat pour la République sociale. Il fallait remettre ça au bout du jour. D'ailleurs, j'ai sous les yeux une phrase de qui? De Vincent Auriol. Vincent Auriol, qui a écrit d'ailleurs un livre très intéressant, qui a dirigé ce livre, puisqu'il y a plusieurs auteurs. Vincent Auriol dit la chose suivante: il serait vain de se demander ce que Jaurès aurait fait au cours des sanglants événements qui ont bouleversé ce siècle. Nul ne saurait se substituer à ce génie, que sa pensée toujours vivante puisse encore guider les hommes et que sa vie tout entière serve d'exemple. Ça correspondait un peu à l'objectif que je m'étais fixé. Donc voilà ces raisons qui m'ont guidé dans l'écriture de ce livre. Pour tout vous dire, et vous en doutez, mais il faut mieux le dire, ça va sans dire, si je n'étais pas, j'aime pas le terme être jaurétien, si je n'étais pas dans la pensée de Jean Jaurès, dans sa lignée, je n'aurais pas écrit ce livre. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se fasse entre Jaurès et le modeste disciple que je suis. Et ensuite, j'ai voulu aussi donner de la chair à ce livre, et je suis allé à plusieurs reprises, une fois avec mon épouse, une autre fois avec mon épouse et Catherine. Nous avons visité la seule mine qui se visite actuellement en France dans le Tarn, la mine de Gignac-les-Mines. Cagnac. Pardon ? Cagnac-les-Mines. Nous sommes allés à Pampelonne. Alors, si vous avez l'occasion, allez à Pampelonne. Parce que là, il y a un petit musée qui est magnifique et où on trouve des pièces concernant Jaurès très intéressantes. Et là, nous avons fait, avec Catherine, la découverte du maire de Jaurès, du maire de Pampelonne, qui nous a raconté des anecdotes que des parents, des grands-parents de Jaurès lui avaient racontées, mais vous les découvrirez à travers le livre. Voilà donc à la fois un travail de cabinet, un travail de lecture, un travail de prise de notes, un travail de réflexion, et aussi un travail pour sentir les choses sur le terrain. Voilà ce qui m'a amené à écrire ce livre. Alors, je termine là en disant que on dit que l'écriture d'un livre, c'est une écriture solitaire. Oui, bien sûr, parce qu'on est seul devant sa feuille blanche. Mais j'ai eu deux préoccupations. De savoir si ce que j'écrivais n'était pas abscon, si ce que j'écrivais était du bon français, et si ce que j'écrivais correspondait à la réalité historique. Alors, déjà, des personnes ont relu, Simone, Catherine, Jean Hayet
Jean, tu m'as beaucoup aidé dans l'écriture de ce bouquin pour vérifier, pour me dire là il faut le mettre entre guillemets, là il faut le mettre entre parenthèses, là il faut mettre des petits points, là il ne faut pas dire enseignant, il faut dire maître, etc. Et puis quand le livre a été terminé, je me suis dit quand même, je ne suis pas historien, loin de là. Donc j'ai dit à Rémi Pêche, tu devrais, Rémi, me relire ça pour voir si j'ai pas écrit des âneries. Et il m'a dit, je vais le relire, mais je vais le confier à Gilles Gandard. Gilles Gandard, c'est le président des études jaurétiennes, qui va le relire aussi. Et donc, tous les deux l'ont relu, m'ont fait quelques remarques, bon, pas majeures, mais des remarques quand même qui valaient son importance. J'en cite une, par exemple, lorsque j'avais écrit que Bessoulé, mais on y reviendra, Bessoulé était venu en dot lors du mariage de Jaurès avec Louise Bois. Non. La propriété de Bessoulé, de 30 hectares, a toujours appartenu à la famille Bois, mais la Jaurès en a eu la jouissance. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des... Oui, c'est fait. Si. Vas-y. Si. Il est ouvert. Non, il est tout noir. Comment? Il est tout Oui. Bon, alors, avant que moi je pose des questions, est-ce que déjà, en fonction de ce que Bernard a dit, est-ce que vous avez des questions? Parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Il faut le mettre plus près encore. Sur ton menton. Personne? Bon, alors comme c'est moi qui ai attrapé le mystiquerie, c'est moi qui continue. Un tel livre, donc tu l'as déjà dit un peu, en réalité suppose la recherche de nombreuses informations. Alors comment t'as procédé pour effectivement chercher les informations et ensuite faire le tri entre toutes les informations que tu avais? Ça c'est un boulot de Romain. Parce que j'ai cité les 17 volumes de Candard et de Rébérux, qui sont à la fois par thème et par chronologie. Pour parler de Jaurès, pour parler de son combat avec les mineurs, avec les verriers, pour parler de son combat pour la paix, de son combat pour la laïcité, pour la loi de 1905, etc. On ne peut pas se contenter de citer ça. Il faut approfondir. Il faut dire pourquoi. Surtout que je n'ai pas voulu écrire un livre, une agiographie de Jaurès. Et Jaurès n'était pas de ce style-là. Il n'était pas une personne qui se disait moi, je suis, moi. Non. Jaurès a beaucoup évolué dans sa vie, dans sa conception, dans sa réflexion. Dans sa conception de la République, dans sa conception du socialisme, dans sa défense, dans son cheminement vers la défense de Dreyfus, tout ça, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Et le point de départ, parfois dans l'affaire Dreyfus, on peut se poser la question en lisant l'affaire Dreyfus et la position de Jaurès. On peut se dire, hein, Jaurès, il était antisémite? Non, il ne l'était pas. Mais donc il faut réfléchir, travailler, aller chercher le moindre détail de ses interventions, de ses écrits, parce que dans ce que j'ai cité, et là je vous recommande, je fais un peu de publicité pour ce grand livre, Jaurès a publié pas moins de 1300 et quelques articles dans la Dépêche du Midi entre janvier 1887 et juillet, le 22 juillet, le dernier article, 1914. Et là, on trouve une foultitude de renseignements. Et on trouve même, quand on va du début fin des années 1800 début des années 1900, on trouve des contradictions. Mais ces contradictions, Jaurès les assume. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que je dis que c'est un grand homme, parce que lui a su, contrairement à beaucoup d'autres,
bien dire, ben oui, je me suis trompé, j'ai évolué, voilà où j'en suis. Donc ce travail m'a pris beaucoup de temps, parce que il faut beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, parce que si on veut écrire quelque chose d'exact, qui corresponde historiquement à ce qu'était Jaurès, mais il fallait faire ce travail. Ah, une question. Oui, n'oublions pas ses combats, ça veut dire que c'est un homme d'aujourd'hui. Est-ce que Macron l'aurait choisi comme Premier ministre? Écoute, je ne peux pas faire marcher, faire tourner la table. Je pourrais faire un peu de spiritisme, mais c'est pas dans ma conception des choses et dans ma philosophie, donc je ne peux pas interroger Jaurès. Mais je peux dire que dans la situation d'aujourd'hui, c'est polémique, Jean-Maurice, mais je vais aller jusqu'au bout. Dans la position d'aujourd'hui, Jaurès serait à même de trouver les compromis acceptables pour sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve, crise politique et crise économique, et faire l'adéquation entre son idéal et la réalité. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je sais pas, bon. Le livre s'ouvre sur l'assassinat de Jaurès le 31 juillet 1914 à 21h40 au Café du Croissant à Paris. Pourquoi avoir choisi de commencer le livre sur la fin, quoi, puisque c'est le décès de Jaurès, alors que, et non pas de manière chronologique, alors que bon, ensuite tu vas évoquer la naissance de Jaurès et son enfance et sa jeunesse. J'ai voulu faire une conclusion introductive. Une conclusion introductive. Parce que l'assassinat de Jaurès explique tous ces combats. Et il explique tous ces combats, non seulement le combat pour la paix qui a motivé Raoul Villain, mais pas que ça. Mais rappelez-vous là, on pourrait la passer, la chanson de Jacques Brel. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué? À un moment donné, il parle de ces travailleurs, de ces mineurs. Mais il faut se situer dans cette période-là. On est en 1914. La Troisième République, 4 septembre, Jean-François, 1870. 4 septembre 1870. Il reste encore dans cette France une forte prégnance de la monarchie. Les monarchistes sont là. Il reste, qu'on le veuille ou non, une forte présence, une forte prégnance du poids du catholicisme. D'ailleurs, on retrouve l'un et l'autre. Donc, oui, il fallait faire attention à ça. Et moi, je dis, je vais partir de là, de l'assassinat de Jaurès. Et puis après, je vais pouvoir remonter le temps et boucler la boucle. Arriver, c'est le dernier chapitre, à les prémices de cette affreuse grande guerre, qui ont conduit à l'inéluctable, c'est-à-dire à l'assassinat de Jaurès par Raoul Villain. Voilà, c'est un parti pris. Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai voulu réaliser cette architecture-là. Voilà. Qu'as-tu découvert lors de l'écriture donc sur cet homme qui a malgré tout de multiples visages, puisqu'il a été au début, il a été professeur de philosophie, ensuite il a été député, il a été conseiller municipal, maire adjoint à Toulouse, il a été journaliste, il a fondé un journal, il a collaboré à de multiples journaux, il a été fondateur du Parti socialiste français, défenseur de Dreyfus, tu l'as dit, pacifiste, mais aussi c'était aussi un homme marié, père de 2 enfants, Madeleine et Louis.
Alors, y a-t-il dans sa vie des éléments que tu as découverts et qui t'ont effectivement interpellé, étonné ou offusqué? Et qu'as-tu appris de lui? Et quelles sont les facettes de l'homme que tu admires le plus? Alors, ce qui m'a été confirmé à la lecture, au travail que j'ai effectué, la lecture et à l'écoute des gens, c'est l'unicité de Jaurès. Il n'y avait pas d'un côté le philosophe, le politique, le journaliste, le critique d'art. Il a été critique d'art. Il y avait un socle commun. D'ailleurs, lorsque j'ai parlé du travail, etc., ce qui m'a le plus soucié, c'est d'écrire le paragraphe sur la philosophie. Parce que il fallait que je fasse la synthèse en une dizaine de pages, 10-15 pages, de deux thèses qu'il avait écrites, de la réalité du monde sensible, et une autre thèse qu'il a écrite en latin, parce qu'il fallait écrire une thèse en latin à cette époque-là, qui était les origines, il faisait une critique, une étude des socialistes allemands, Donc c'est le chapitre, je crois, qui m'a le plus préoccupé. Mais tout ça, parce qu'au départ, Jaurès, un peu comme son successeur, je parle d'Albert Camus. Albert Camus, M. Germain, son institut, qui a poussé. Là, c'est un inspecteur général de l'éducation nationale qui dit, mais ce petit Jaurès qui dit au patron, au principal, je ne sais pas si c'était le principal, du collège de Castres, ce petit garçon, là, ce jeune homme, il faut le pousser parce qu'il ira loin. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'il a préparé Normal Sup, qui a été reçu premier au concours d'entrée de Normal Sup, qui a eu dans sa promotion, notamment en Bergson, à la sortie, il est sorti troisième. Le premier, on ne retrouve pas les traces, le premier. Le deuxième a été Bergson, et le troisième a été Jaurès. Bon. Et donc, fondamentalement, quand il est sorti de l'école supérieure, de l'école normale supérieure, il a enseigné à Albi. Il est retourné à Albi parce qu'il a voulu s'occuper de ses parents. Son père était souffrant, malade, etc. Et surtout de sa mère, Adélaïde, laquelle prenait soin beaucoup de Jaurès et de son frère Louis. Donc il est retourné. Ce n'est que, d'ailleurs, il écrit quelque part à ses condisciples de l'école normale supérieure, il écrit « J'hésite. J'hésite parce que la vie politique m'intéresse, mais je voudrais quand même continuer à enseigner, puis j'aurai une vie plus tranquille, etc. » Et son cousin Benjamin, dont vous lirez certaines de ses activités, qui a été amiral, qui a été républicain, qui a été sénateur inamovible, etc. Un jour que la mère de Jaurès s'inquiétait de voir son fils attiré par la vie politique, lui a dit « Ne t'inquiète pas Adélaïde, Jaurès ira à la politique comme les canards vont à l'eau. » En effet, il est allé à l'eau. Mais toute son action politique est fondée sur sa réflexion philosophique. C'est ça qui est intéressant. C'est fondé sur sa réflexion politique. Et sa réflexion politique, je crois que si j'avais à la et sa réflexion politique, y compris sur la République, la laïcité, l'être, etc., je l'ai trouvé, je l'ai écrit plusieurs fois, mais je crois que je l'ai écrit quelque part, oui. Ce qu'il faut, il dit Jaurès, ce qu'il faut sauvegarder avant tout,
c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée, c'est-à-dire interdite à la pleine investigation de l'homme. C'est cette idée que ce qu'il y a de plus grand dans ce monde, c'est la liberté souveraine de l'esprit. Moi, je souscris pleinement, et je cite souvent ce paragraphe de Jaurès, parce que ça fonde toute sa philosophie et toute son action politique. Je voudrais savoir si, d'après toi, la pensée et l'action de Jaurès, au-delà de son assassinat, donc en 1914, a eu une influence quelconque dans la vie politique entre les deux guerres, au lendemain de la guerre et jusqu'à la montée des fascismes. Est-ce que sa pensée, son action, le souvenir de cette action ont eu un poids quelconque dans la vie politique entre deux guerres? Alors, Thomas, je vais être cash comme je suis d'habitude, puis à mon âge on n'a peur de rien, donc je vais te le dire. À mon avis, et puis je constate aujourd'hui encore, qui ne se réclame pas de Jaurès? Qui ne se réclame pas de Jaurès? J'ai appris l'autre jour, en allant visiter Bessoulé, que bien sûr François Hollande avait visité Bessoulé, il y retourne, et que Nicolas Sarkozy allait visiter Bessoulé. Donc il fait l'arc républicain. Bon. Cette plaisanterie mise à part, je crois que c'est vrai qu'on a essayé de tirer les enseignements de Jaurès après sa disparition. Il y en a un qui a tiré les enseignements de Jaurès et qui a essayé de les mettre en œuvre, qui les a mis en œuvre partiellement. C'est Léon Blum. Léon Blum a travaillé sur Jaurès. D'ailleurs, il a écrit plusieurs bouquins sur Jaurès. D'ailleurs, il a commis des émissions sur France Inter, une émission sur France Inter qui est en podcast et qui a été repris dans un bouquin. Donc, il y a Blum. Mais ce qui me désole, Thomas et vous, mesdames et messieurs, c'est que vraiment, on n'a pas poussé, au fond, la réflexion sur les enseignements de Jaurès. Pour être encore plus clair, au risque d'être caricatural, je considère qu'aujourd'hui, parce que j'ouvre une parenthèse importante, Jaurès quand même a réussi à faire cette synthèse entre, c'est ce qui le différenciait de Guesde notamment, a réussi à faire cette synthèse entre république et socialisme. Il concevait, et d'ailleurs, ce que j'ai appris d'ailleurs, Catherine, c'est que il a trouvé dans ses recherches concernant Engels, l'ami de Marx, que Engels avait écrit et dit que le socialisme ne pouvait se réaliser que dans un système républicain. Et Jaurès est parti de là. C'est ce qui le différencie des marxistes. Dernièrement, je réfléchissais un peu, je me disais, mais voyons, si Jaurès avait participé au congrès de Tours, qu'aurait-il fait? Où aurait-il été? De quel côté aurait-il penché? Quand on travaille sur le congrès de Tours, je pense que Jaurès n'aurait pas accepté les 21 conditions. Il n'aurait pas accepté les 21 conditions, qui étaient des conditions, quand on les reprend, allez, j'allais dire totalitaires. Situé à son époque, 1920. Donc, après le socialisme, à part Blum qui a fait un pas en avant concernant ça, mais si on prend la situation d'aujourd'hui, moi je pense que la gauche en général,
sans vouloir me lancer dans un débat politique, la gauche en général, mais pas que la gauche, tous les républicains, feraient bien de se pencher sur les enseignements de Jaurès et de trouver les compromis pour sortir de la situation dans laquelle on est. Mais moi je suis désolé, je suis gravement désolé. Mes proches peuvent le certifier, je râle, je respecte, je suis parfois meurtri par le fait de l'absence de réflexion, de puissance de réflexion pour constituer, pour travailler sur un nouveau corpus républicain et pour une république sociale. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas pourquoi ça fait ce bruit. Est-ce qu'un intellectuel ou un philosophe peut-il être un homme politique? Pardon? Est-ce qu'un philosophe ou un intellectuel qu'il était, pourrait-il être un homme politique? Il en a fait la preuve. Il en a fait la preuve, et c'est ce qui, à mon sens, caractérise et anoblit la fonction politique de Jaurès. Et je vais continuer dans mes critiques. Oh, combien, si dans la situation d'aujourd'hui et si dans les situations précédentes, dans l'histoire récente et moins récente, beaucoup d'hommes politiques avaient le fond philosophique de Jaurès. Mais j'arrête là, je vais être vachement critique, donc c'est bon. Oui. Une question, Bernard. Oui. Chez Jaurès, tel que tu nous fais son portrait, nous le rappelle, et son action, il y a un nous qui est très présent, un nous républicain, un nous socialiste, mais quelque part dans l'attitude qui est la sienne, est-ce qu'il n'est pas aussi le prédécesseur d'une pensée qui viendra après lui? Je pense à Marc Sangnier, au personnalisme, et quelque part, plus qu'on ose le dire, est-ce que des personnes comme Marc Sangnier ne sont pas aussi des fils de Jaurès? Oui, lui est un fils de Jaurès, mais il y a d'autres fils de Jaurès qui se situent dans le droit philosophique de sa pensée. Tu parles de cet éminent homme, mais je pense aussi, je reviens là-dessus, sur Léon Blum. Mais après, quand je me penche à mon petit niveau sur l'histoire des hommes qui ont participé à la vie publique de ce pays, je trouve des gens qui ont parlé beaucoup, qui ont parlé beaucoup, ou qui ont cité Jaurès et qui ont dit je me situe dans la pensée jaurésienne, etc. Mais je répète, qui à mon sens, elles sont restées là, si tu veux. Parce que même si on prend l'histoire relativement récente, par exemple, Jaurès a écrit, je crois que c'est dans l'Armée nouvelle. Parce que l'Armée nouvelle, il n'est pas question, dans ce livre, il n'est pas question uniquement de questions militaires. Il y a un examen de la situation militaire, etc. Il y a un examen profond de la situation militaire sous Napoléon, etc. Mais il y a une analyse profonde de la société française. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé aussi en lisant Jaurès, c'est que cet homme de bon sens ne tire pas à boulet rouge sur la bourgeoisie. Non. Il ne tire pas à boulet rouge sur... Il reconnaît certains aspects positifs de la bourgeoisie, comme il reconnaît certains aspects négatifs, mais certains aspects négatifs aussi du peuple. Ça fait dresser les cheveux sur la tête de quelques-uns lorsqu'il dit, je le cite pas mot pour mot, mais il dit, écoutez, si vous voulez vraiment vous intéresser, participer à la vie économique, politique de ce pays,
cultivez-vous et sortez des bistrots. Sortez des bistrots. C'est Jaurès qui le dit, les yeux grands ouverts. Et donc, j'en reviens à cette fameuse phrase, on a entendu l'État, l'instrument de domination de classe. Non, Jaurès, c'est pas ça. Il dit l'État exprime à un moment donné le rapport de force de classe, ce qui est tout à fait différent, aujourd'hui comme hier et comme avant-hier. C'est ce qui est intéressant dans la pensée de Jaurès. Et aujourd'hui, quand on regarde la façon de notre société française, de notre République, on ne peut pas dire que, comme je l'ai entendu maintes et maintes fois par ailleurs, et ailleurs, que l'État, il faut surtout l'exclure parce que c'était un instrument de classe. Non, il exprime un rapport de classe, parce qu'il exprime le résultat des élections, parce qu'il exprime l'état de la société à un moment donné. C'est tout. Enfin, moi, c'est ce qui m'a intéressé, ce qui m'intéresse beaucoup chez Jaurès. Mais ça, alors la question, pour poursuivre ce que tu dis, la question aujourd'hui, qui me paraît difficile à résoudre, mais à laquelle il faut s'atteler, mais personne ne s'y attelle, c'est savoir comment on arrive à concilier l'idéal d'une république sociale qui conduirait à un socialisme dans le cadre républicain, et des réalités économiques, politiques, sociétales. C'est tout l'enjeu. Mais là, je regrette aujourd'hui. Aujourd'hui, on se contente, allez, j'arrête là, on se contente de slogans, mais on ne cause pas. Ne me pose pas de questions parce qu'après, je vais me faire virer de quelque part, on va dire que je suis trop critique. Je ne te pose pas de questions, oui. Je réagis plutôt à la question qu'on t'a posée tout à l'heure à propos de qu'est-ce qu'il en est advenu des idées de Jaurès après sa mort, notamment pendant l'entre-deux-guerres. Moi je ne suis pas du tout un spécialiste de Jaurès. Je dirais que Jaurès, c'est d'abord un double échec de Jaurès. Il était pour éviter la guerre qui s'apprêtait, et il pensait donc que les deux prolétariats, allemands, français, arriveraient à s'entendre et qu'on éviterait la guerre, et la guerre a eu lieu terrible. Ensuite, il espérait conserver donc un parti qui soit assez uni, et il a rappelé tout à l'heure, au congrès de Tours en 1920, donc à peine 6 ans après sa mort, le parti éclate. Donc, dans un premier temps, c'est un double échec de Jaurès. Mais heureusement, les choses ne s'arrêtent pas là, et par la suite, déjà Léon Blum, lui, pourra puiser dans la pensée de Jaurès, et aujourd'hui, il apparaît, c'est pas étonnant que de la droite à la gauche, à peu près, on se réclame de Jaurès, parce que Jaurès, et tu l'as dit tout à l'heure, tu le dis très bien dans ton livre, c'est un conciliateur. Il a d'abord essayé, dans ses thèses philosophiques, d'unir, enfin de concilier le réalisme et l'idéalisme, c'est pas facile, et donc il a toujours... Or, à l'époque, ses amis socialistes ne veulent pas de conciliation. Au contraire, c'est le sectarisme qui domine. Le marxisme donc est en train d'avoir le vent en poupe, donc ça va être le congrès de Tours. Donc les idées de Jaurès sont très belles, mais disons qu'elles ne sont pas prises en compte par son époque, au contraire. Non seulement par son époque, mais par la suite.
Parce que quand on prend l'histoire des idées, l'histoire des partis politiques et l'histoire de la gauche en général, et encore aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout pris en compte. D'ailleurs, je vais vous donner une phrase que j'ai retenue de Jaurès, mais aujourd'hui je crois qu'on ferait bien d'y réfléchir. Il dit: j'ai toujours été un républicain et toujours été un socialiste, c'est toujours la République sociale, la République du travail organisé et souverain qui a été et qui est mon idéal. Voilà. Voilà résumé, en quelque sorte, sa pensée. Et en même temps, comme tu dis Jean-François, c'est une adéquation difficile à faire. Très difficile. Et quand on prend la situation géopolitique de l'époque, quand on prend la situation économique de l'époque, elle était plus simple à résoudre que la situation actuelle. Au point de vue économique, moi je veux bien, vous allez me faire, je vais me faire voler dans les plumes par quelques ayatollahs révolutionnaires, mais je veux bien moi. Moi je veux tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on a laissé les marchés financiers, prendre une telle ampleur qu'on ne peut pas, comme ça, d'un revers de main, dire c'est fini. Alors, on s'en aperçoit aujourd'hui. Les marchés financiers, les notes, des notes qui sont données à nos finances, etc. Alors, en disant ça, on va me répondre, on va me retoquer en me disant, alors tu ne veux rien faire. Si, mais à mon sens, je crois me situer dans le prolongement de la pensée de Jaurès. Il y aurait, me semble-t-il, aujourd'hui, deux choses à faire. Premièrement, il faut créer un rapport de force démocratique dans le cadre républicain. Mais ce rapport de force nécessite de la part, notamment du peuple, des citoyens, d'être cultivé d'une façon générale et publiquement et politiquement, entre parenthèses. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on s'en aperçoit. Et deuxièmement, il faut utiliser cela pour progressivement maîtriser, je ne dis pas supprimer, je dis maîtriser les marchés financiers, maîtriser cette économie financière qui nuit au système économique lui-même. Et ça, quand je le dis, on me regarde avec des yeux comme ça en disant « tu rêves ». Ouais, mais moi je ne vois pas comment on peut s'en sortir différemment, mais ça passe aussi par la République, uniquement par la République et par la voie démocratique. Tu m'entraînes sur des terrains politiques que je n'avais pas envisagés là. Une question au fond. Oui. Mais Bernard, oui, Guy. est-ce que tu ne crois pas que les conditions économiques à ce moment-là, à l'époque de Jaurès, de Blum, ont fait que ces hommes-là pensaient en priorité à la République avant de penser à eux? Les marchés financiers ont peut-être aussi pourri la situation, qui fait qu'actuellement on a plutôt l'impression que les politiques pensent à eux avant de penser à la République. Je te laisse la paternité de ce que tu viens de dire, mais je ne suis pas loin de partager ton opinion. Non seulement, attends, alors, ça ne veut pas dire qu'ils pensent à eux personnellement, mais ils pensent d'une façon partisane. Avant de penser à la France dans l'Europe, l'Europe dans le monde, et comment on fait. Excusez-moi, mais aujourd'hui on en a la preuve. Arrêtez de m'entraîner sur des pentes.
Revenir à Jaurès. Oui. Tu nous l'as présenté comme un républicain social. Pourtant, il était socialiste. Républicain social qui, dans la France de maintenant, il y a quelque temps, n'est pas républicain social. L'éventail est très large. Alors, Jaurès, en quoi est-ce qu'il est socialiste? Apparemment, il n'est pas très marxiste. Est-ce qu'il est laïque? Est-ce qu'il est internationaliste? En quoi est-ce qu'il est socialiste? Alors, il est socialiste en ce sens qu'il a fait sienne la conception marxiste du fonctionnement de l'économie. Ça, il est toujours resté. Il est toujours resté en ce sens. Au niveau, si tu veux, comment dirais-je, au niveau de la théorie de la valeur. Là, il est... de la nationalisation de Alors, à cette époque-là, il était partisan de la nationalisation. Eh bien, mais de quelle nationalisation parlait-il? Lui parlait de la nationalisation par l'appropriation de la gestion de l'outil productif par les salariés, ce qui nécessitait une autre conception du fonctionnement de l'économie, ce qui est tout à fait différent du reste. Donc, de ce point de vue, il était marxiste. Alors, mais il était marxiste, mais uniquement sur ce domaine économique et en ramenant toujours sa conception à l'étude, en disant, pour être plus clair, les propriétaires des moyens de production et d'échange, etc., disait-il. Il y a plusieurs catégories. D'ailleurs, dans deux articles qu'il a pondus dans la Dépêche, il a écrit un article, les droits et devoirs de la bourgeoisie et du patronat, et les droits et devoirs des salariés. Donc il fait bien le distinguo et il a une analyse très nuancée de la chose, ce qui ne veut pas dire que sa conception de la philosophie de la synthèse, philosophique donc, c'est le soubassement, c'est le fondement de sa réflexion, pardon, et de son action politique. Ensuite, laïque. Alors lui, laïque, pas de problème. Laïque, alors, pour revenir un peu rapidement, Jaurès, la famille de Jaurès, notamment sa mère, était une catholique pratiquante, pas une dévote, non, mais une catholique pratiquante. Et lui a été formé à cette école-là. Ce n'est que lorsqu'il a rejoint l'école normale supérieure, vers la fin des années 1880, début des années 1890, qui, dit-il, a perdu la foi. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que il poursuit sa réflexion philosophique en ayant toujours, ce que je veux dire était, mais je dois me faire comprendre, il avait une conception voltairienne et déiste de Dieu. Oui, panthéiste, oui. C'est-à-dire, il considérait qu'il y avait la nature, l'être, c'était une sorte de divinité. Voilà. Et il était très... Alors, dans un premier temps, il a été très intéressé par l'encyclique du pape de l'époque, j'ai oublié son numéro. Mais après, lorsque l'Église a commencé à ruer dans les brancards, à se prononcer contre la laïcité, etc., il a dit, j'ai compris, maintenant c'est bon. Donc il était
je peux pas dire qu'il était anticlérical, mais il était très méfiant à l'égard de l'Église. Et sa conception laïque, alors, on a parlé d'une laïcité apaisée, non, d'une laïcité dure, non, il y a une laïcité, la laïcité, qu'on le veuille ou non, et c'est sa conception, mais c'est aussi la mienne, et je crois avoir une conception jaurèsienne de cette question-là, c'est la volonté de permettre aux gens dans une société, la société française, de vivre dans une communauté, la communauté française, la nation française, quels que soient nos accents, nos croyances, quelles que soient nos philosophies, croyants, athées, agnostiques, etc. Malgré ça, c'est la raison pour laquelle il se situe un peu dans la poursuite de la réflexion d'Hugo, qui a dit l'Église chez elle et l'État chez lui. C'est en ce sens qu'il était laïque. Et la laïcité aujourd'hui, je regrette, mais elle a été oubliée. Peut-être, hein, ma réflexion, c'est que la République et la laïcité, on a considéré que c'était comme l'air qu'on respire. On le respire sans savoir qu'un jour on l'a plus, on meurt. Et bien là, on est aujourd'hui à la croisée des chemins où la laïcité et la République sont menacées, comme elle a été menacée, mais du temps de Jaurès, fin des années 1800, et on le retrouve aujourd'hui. Mais j'insiste sur le fait que la laïcité n'a rien à voir avec. C'est pas. Je crois que c'est Caroline Foès qui a employé ce terme, cette métaphore. La laïcité n'est pas un glaive, c'est un bouclier. Mais ensuite, oui. Jaurès, il était profondément, me semble-t-il, socialiste. Mais le socialisme de Jaurès, je me tourne de tous les côtés dans le monde, je ne l'ai pas vu éclore encore. Dans ce socialisme-là, plutôt que une doctrine elle-même, une pratique politique, il y a son lien très particulier avec les classes les plus défavorisées. Et c'est là qu'il faudrait parler des mineurs de Carmaux, qu'il soutient lors de leur grève. Il est très proche donc c'est cet aspect du socialisme. Je crois, pour lui, ça compte beaucoup. Bon. Mais oui, alors, on parle pourquoi la grève a duré 3 mois, d'août à novembre. Mais pourquoi? Parce que le patron du syndicat des mineurs, Calvignac, venait d'être élu maire de Carmont. Et donc, oh là là, le baron Reille, oh là là, le marquis de Solages, c'est pas possible, on le vire. Et là, ils se sont mis en grève, tellement que ça a conduit le marquis de Solages à démissionner. C'est comme ça que Jaurès a retrouvé son siège de député par la suite, au cours d'élections partielles. Mais quand tu dis, oui, il était très proche. D'ailleurs, tiens, vous l'avez dans un article d'un quotidien régional que je ne voudrais pas nommer, dont il était un des rédacteurs, d'ailleurs, 2 mois tout à l'heure, le jour où il a de son entrée au Panthéon. Il a été porté, accompagné par des mineurs. Et interrogé des mineurs. Qu'est-ce que vous pensez de Jaurès, etc. Je n'ai pas besoin de vous le traduire. Un mineur a répondu: Ero pas un defensor per nosaltres, ero un amic.
Ce n'était pas un défenseur, un député, etc. C'était un ami. Et c'est ce lien qui avait créé avec les mineurs, avec la population. Et ça me permet une incidente aussi. Il était élu quand même, parce que lorsqu'il a été battu, il a été le plus jeune député de France, donc, lorsqu'il a été battu, il a été élu le plus jeune député de France, il s'agissait d'un scrutin départemental de liste. Il a été battu à l'élection d'après, parce qu'il s'agissait d'un scrutin uninominal à 2 tours. Mais, quand on reprend la sociologie de la circonscription était une circonscription rurale, avec la pesanteur sur le monde paysan, qu'il n'a pas abandonné, puisqu'il a proposé des réformes, mais sur la pesanteur, le poids du passé, le poids de l'Église sur ces gens. C'est comme ça qu'il a été battu en 1889. Il faudrait de l'eau. Il va te dessécher. Tout à l'heure, tu as parlé de Jaurès paysan. Et puis bon, pour suivre le fil là qu'a tissé Jean-François là, en quoi l'enracinement de Jean Jaurès est-il constitutif de sa personne et de sa politique? Parce que c'est très important. Il n'est pas né n'importe où. Il est né dans le Tarn. Et en quoi cet enracinement là, c'est très important pour lui? Tu as raison de souligner, de poser cette question, de le souligner. La famille de Jaurès, c'était la moyenne bourgeoisie tarnaise qui était dans le marchand, de marchand de draps, de tissus, etc. Bourgeoisie moyenne. Du côté de sa mère, du côté maternel, du côté paternel, ils étaient un peu plus fortunés que du côté maternel, mais vous le verrez en lisant, qui le sait? Qui sait que les Jaurès, la famille de Jaurès, a fourni 3 amiraux. 3 amiraux. Ses cousins, dont notamment Benjamin, qu'il a chaperonné, qu'il a poussé, etc. Et puis son frère Louis, qui a été amiral aussi, qui a été dans la marine, et ils ont tous suivi le même cursus. Après leur carrière militaire, notamment Benjamin et Louis, ont été des élus républicains. Et puis donc les parents de Jaurès, Jules et Adélaïde, ont acheté une petite propriété de 8 hectares près de Castres, la Fédiale. Et on trouve plusieurs écrits de Jaurès dans lesquels il dit notamment à Salomon, c'était son condisciple à Normale-Sup, il dit: il me tarde de retourner, de revenir à la Fédiale, de marcher, de semer. Oh, je ne vais pas encore pousser la charrue, mais peut-être le ferai-je un jour. Donc, il y avait cet attachement à la terre qu'il a toujours gardé. Et ce n'est pas pour rien que lorsqu'il a épousé Louise Bois, en 1886, qu'il a été enchanté de pouvoir vivre, lorsqu'il n'était pas à Paris, lorsqu'il n'était pas à Paris, de pouvoir vivre à Bessoulet, dans où il y avait une ferme de 30 hectares, et de pouvoir aussi s'intéresser avec les paysans, parler avec les paysans. Une anecdote que quand il faisait campagne à Pampelonne, vers Pampelonne, un jour,
il était avec sa calèche, là, et puis il y a un paysan qui labourait son champ. Et le paysan l'apostrophe, il se moque de lui. Hop, il arrête, il ne t'inquiète pas, il enlève la veste, et pousse-toi, il prend la charrue, il pousse la charrue. C'est toujours C'est toujours une anecdote d'ailleurs que nous a raconté le maire de Pamplonne. En 1898, en pleine affaire Dreyfus, en pleine colère contre Jaurès, lorsqu'il est allé faire campagne à Pamplonne, la droite, la réaction, le clergé, pendant qu'il intervenait, on fait sonner les cloches à tue-tête pour qu'on ne l'entende pas parler. C'est une anecdote, je crois que je le cite. Mais Jaurès était donc profondément attaché à la terre, et notamment, c'est lui, d'ailleurs, dans ses écrits, il fait la distinction entre le vrai paysan, celui qui travaille sa terre, et le propriétaire foncier qui spécule sur la terre et qui donne la terre à travailler à d'autres. On n'est pas loin de la situation d'aujourd'hui, à des échelles différentes. Et dans diverses propositions de loi sur les retraites ouvrières des ouvriers agricoles, par exemple, il écrit « il faut arrêter avec l'impôt foncier ». Et c'est la raison pour laquelle il a soutenu jusqu'au bout la réforme Caillot de l'impôt sur le revenu. Parce qu'il considérait que l'impôt foncier, l'impôt sur la terre, grevait d'une façon très injuste le monde paysan. Oui. Dans le même ordre d'idée, tu parles de l'affection de Jaurès pour les paysans. Quelle attitude il a eu au moment de la révolte des vignerons en 1907 et est-ce qu'il a eu des relations avec Marcellin Albert? Alors, il n'a pas eu de relation directe. Il n'a pas eu de relation directe avec Marcellin Albert. Il s'est intéressé de très près à la révolte des vignerons. D'abord, la première cave coopérative qui a existé en France, c'est la cave coopérative de Marossam, à une dizaine de kilomètres de Béziers, au nord-ouest de Béziers, qui est animé, les Yonquerets, etc. Et puis, la révolte des vignerons éclate en 1907, crise du phylloxéra, etc., etc. En plus, il y avait le sucrage des vins venant de pays tiers, il y avait le mouillage des vins. Et il dit non, attention, ça c'est pas bon, il faut une agriculture saine, un travail sain de la vigne. Et il a soutenu la révolte des viticulteurs, mais en faisant la part des choses. Là aussi, on retrouve Jaurès. Il a dit, oui, vous avez raison, il faut qu'on vous dédommage, parce que cette crise viticole a conduit à la mort de certains, au suicide même de la mort de certains viticulteurs qui n'en pouvaient mais, et qui a conduit d'ailleurs, cette révolte a conduit à la création, avec Marcellin Albert, de la commune de Narbonne, et à différentes manifestations. Je pourrais me parler à longueur d'heure, qui a vu le régiment qui était à Béziers ne pas vouloir tirer sur les manifestants viticulteurs. Donc oui, il les a soutenus, mais il a dit il faut réglementer tout ça, il faut réglementer, parce que, il dit, mais vous dites il faut arrêter la chaptalisation, etc. Mais le producteur de betteraves de sucre, là, qui est dans le nord de la France, comment il fait? Alors donc il faut trouver un moyen terme pour réglementer la chaptalisation et arrêter le mouillage, etc., etc. Mais ça, je pourrais y revenir lors de la conférence sur ce sujet,
parce que c'est la crise viticole, elle a traversé tout le XXe siècle, hein, et elle s'est soldée, je le rappelle, au mois de mars 1976 par l'épouvantable carnage de Montredon, où il y a eu un viticulteur tué et un capitaine de compagnie de Cérès tué. Alors, je me rappelle être passé plusieurs fois sur le pont de Montredon et avoir vu libérer un tel, etc. Donc ça a duré jusque-là. Il se trouve, mais ça c'est pour la petite histoire, que j'ai eu pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il décède malheureusement, un ami intime qui s'appelait Emmanuel Mafroboger, qui était le président des syndicats viticoles de l'Hérault, et qui a participé à toutes ces manifestations. Oui, à propos de libérer le procès de Villain, c'est un véritable scandale. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été condamné? Enfin, c'est inconcevable aujourd'hui. C'est inconcevable aujourd'hui, tu as raison. Ça pouvait l'être aussi à l'époque. Alors, Villain se revendique l'assassinat de Jaurès. Il est arrêté. Il va en prison, mais il n'est pas condamné. Il sera condamné après la guerre. Il sera jugé après la guerre. Sauf que la guerre est passée par là. Vous voyez bien, Jaurès avait tort. La paix, c'est parce qu'on a traité Jaurès de tous les noms. On a vendu aux Allemands, des caricatures, etc. etc. Donc, mais quand on prend les différentes prises de position, bien sûr, de cette aristocratie, de ces populistes, Maurras par exemple, etc., qui ne se cachent pas, qui disent il faut tuer, qui appellent à la mort de Jaurès. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que les nationalistes. Hein. Il y a Charles Péguy, il y a Jules Barrès. Lequel Jules Barrès? Chapeau, monsieur Barrès. Alors, je pose la question, sont-ce des témoignages sincères après la mort? Barrès dit oh, mon pauvre Jaurès, tu étais un grand homme, et comment ai-je fait pour ne pas t'aimer? Il le dit après. Après, attention, on n'en a pas parlé, mais sinon ça durerait trop longtemps. Il y a un bouquin qui est sorti, que j'ai lu, qui s'appelle « Les deux géants de ce siècle-là, Clémenceau et Jaurès ». Mais Clémenceau, qui a été dans l'affaire Dreyfus, il a été le compagnon de lutte et d'action de Jaurès. Dans d'autres cas, ils ont été adversaires. Mais le jour de sa mort, il s'est rendu à son domicile pour lui rendre hommage. Mais j'en reviens à Raoul Villain. Donc, dans ce contexte où il y a encore les relents anti-allemands, de revanche, etc., et puis on vient de gagner la guerre, le jury, il est composé de 12 citoyens, parmi lesquels se trouvent des commerçants, des artisans, un seul ouvrier. Et à la question « Villain est-il coupable ?», 11 disent non. Non, il n'est pas coupable. Il a agi pour les intérêts de la France. Même le président du tribunal se félicite de ce jugement, le procureur se félicite de ce jugement. Et, pire, la veuve Jaurès est condamnée au dépens. Alors, il y a une explication, certes, le contexte historique, etc., etc., mais moi je sais pas comment j'aurais réagi à l'époque, mais je suis scandalisé par ça. Et alors, il y a quand même un retour de bâton de l'histoire. Donc, il a été condamné, il a été acquitté,
certes, mais il craignait quand même pour sa vie. Donc il est allé en Angleterre, il s'est baladé un peu, et puis un beau jour, il a atterri en Espagne, au Baléares, en 1936. Et là, l'ont-ils reconnu, oui, reconnu ou pas, on ne sait pas. Les anarchistes espagnols l'ont abattu. Juste le retour des choses, parce qu'on sait que les anarchistes français, espagnols, les anarchistes d'autres points, n'étaient pas les amis de Jaurès. Bien que lorsque il y a eu les attentats anarchistes qui ont notamment mis à mort Sadi Carnot, Jaurès s'était levé contre ça, mais il s'était levé également contre ce qu'il appelait les lois accélérates, qui visaient non seulement, on connaît tout ça, qui visaient non seulement les anarchistes, mais qui visaient les syndicalistes. C'est comme ça que la première bourse de travail créée, la bourse de travail de Paris a été fermée. Alors, juste, donc, à propos de Vilain, donc on touche du doigt la haine engendrée par les idées de tolérance de Jaurès, et notamment cette idée, donc encore une fois, qu'il fallait tout faire pour empêcher la guerre d'éclater. Donc c'était absolument intolérable, à droite, à gauche un peu moins, mais déjà les esprits étaient partagés. Et je termine pour juste citer, à titre anecdotique, donc j'ai enseigné pendant 40 ans à l'université du Mirail, et qui a été toujours classée à gauche. Il y avait la fac de droit à droite, et les choses étaient bien claires. Donc, oui, pour me dédouaner, je te coupe, pour me dédouaner, moi j'ai fait mes études à la fac de droit de Montpellier, qui était classée très à droite. Et alors, donc, la gauche au Mirail était représentée par les communistes et les socialistes qui alternaient tout ça. Et depuis longtemps, on parlait de donner le nom de Jean Jaurès à cette université. Et personnellement, je trouvais que c'était formidable, que vraiment Jaurès était un rassembleur à ce sujet. Et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, même pendant la période où Pêche, qui a fait ta préface, était président de l'université. Et j'aimerais bien savoir pourquoi, je ne le sais pas, hein, pourquoi une fac de gauche, une université de gauche, hein, n'a pas abouti là. Alors après, ça a changé, hein, et donc finalement, l'université du Mirail est appelée Jean Jaurès. Je cite ce fait parce que, à mon avis, il y a aussi à gauche des gens qui en veulent beaucoup à Jaurès. Jaurès était tolérant, Jaurès utilisait effectivement l'analyse marxiste, tu l'as très bien montré, il dit, ça ne fait aucun doute, mais il n'épousait pas après les idées surtout léninistes sur le parti, tout ça. Donc il était très mal vu par certaines personnes. Absolument, c'est la raison pour laquelle, une des raisons on en a parlé encore au colloque, il y a eu 2 cortèges pour le jour de son entrée au Panthéon. Un cortège officiel, et puis un cortège des communistes. Mais alors, j'ai repris les articles de l'Humanité, je crois que c'est Vaillant Couturier qui écrit le 2e assassinat, la panthéonisation de Jaurès, c'est le 2e assassinat de Jaurès. On est à l'outrance. Bon, il n'y a pas d'autres questions, donc pour finir peut-être, parce que là ça va être l'heure, les 2 dernières questions, je voudrais te demander, donc tu as vécu pendant de longs mois avec Jaurès, là. Oui, je vis encore. Hein. Oui, bon là, effectivement, donc le temps de la présentation du livre, tu vas vivre encore avec lui, mais comment ça va se passer une fois que tu en auras fini de la présentation du livre? Est-ce qu'il va encore venir hanter tes rêves ou tes cauchemars? Alors, d'abord, ce que je n'ai pas dit,
c'est que cette présentation du livre, on aurait dû la faire au mois d'octobre. Parce que j'ai remis le manuscrit le 7 juin de cette année à l'éditeur. J'ai donné le bon à tirer le 16 juillet. Donc, Bérangère, l'ami de Jean-François, un peu la mienne, me dit « Monsieur Bessou, votre livre il sortira à fin septembre, début octobre. » Je ne voyais rien venir, et étant un peu têtu, comme les Aveyronnais, un peu comme les Ariégeois, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on me dit « Vous savez, ça a changé de propriétaire, etc. » Le 24 septembre, j'envoie le matin un mail au patron en lui disant voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça, et j'ai prévu ça, ça et ça, calendrier, le livre n'est pas sorti, et donc est-ce que vous pouvez m'indiquer 15 jours après, j'ai pas de réponse. Un bon Méditerranéen, j'allais lui voler dans les plumes. Mon épouse me dit calme-toi, parce que, et puis Jean-François aussi me dit calme-toi, parce que tu vas obtenir l'effet inverse. Et en effet, j'ai fait une lettre très polissée, pas de réponse. Et puis je trouve un mail de ce monsieur, qui n'est pas signé d'ailleurs, de ce patron, qui dit le 4 novembre, un directeur des ventes s'occupera de ça. Le 4 novembre à 4h30 du matin, j'ai envoyé un mail à ce monsieur en lui disant, voilà, c'était le lundi. J'ai attendu, j'étais patient, j'ai attendu le lundi. Le mardi, il ne m'a pas répondu. Donc je lui ai téléphoné. Ah oui, vous avez reçu. Hein. Puis à force de le titiller, il m'a dit, bon écoutez, on va sortir 50 exemplaires. Ça rime à quoi sortir 50 exemplaires? Vous perdez du pognon. Et il me répond, mais monsieur, c'est pas votre affaire, c'est la nôtre. C'est votre affaire. Et donc moi j'étais confiant, il allait sortir les 50 exemplaires. Sauf que, parce que je les voulais pour ici, et je les voulais pour le colloque. C'était pas un caprice. Et donc moi je pensais que, ça y est, le train était sur les rails. Que nenni, pas du tout. Le jeudi, on avait une question d'actualité, Bruno, tu te rappelles, sur Israël, la Palestine, etc., avec Frédéric et Amida Chaoub. Et il m'appelle à 5h, on était déjà en séance, il me dit, voilà, on a saisi le patron par mail, il ne nous a pas répondu, etc. Est-ce que vous mettez en œuvre ce que vous avez dit, c'est que vous nous retirez le livre ou vous attendez demain soir? J'ai dit, écoutez, on n'est pas un jour près, on a fait dans la semaine. Mais après, demain soir, ce sera le dernier quart. Hein. Et le vendredi matin, à 8h30, je rappelle. Ah, il me dit, monsieur, ça y est, on a l'autorisation, on a le devis signé, c'est parti à l'imprimerie. Une semaine avant, 7 jours, 8 jours avant, puisque ça c'était le vendredi matin, 8 jours avant le colloque. Donc je m'excuse auprès de vous, je vous présente mes excuses pour avoir retardé, mais ce n'est pas de mon fait. Et les livres doivent sortir, j'en ai eu confirmation encore avant-hier, les 948 exemplaires doivent sortir, parce que j'en ai eu 952, doivent sortir en courant janvier. De ce livre. Donc, après, donc, il y aura des conférences, on va faire une conférence de Jean-François ici, et où je parlerai vraiment de Jaurès, encore que j'en ai parlé pas mal, mais je trouve, j'ai dévoilé, je pense vous avoir mis en appétit, et que vous reviendrez pour les conférences, et c'est samedi, le 14, nous sommes à Baudéan, et puis bon, d'autres conférences, des signatures dans les librairies seront faites. Je vous livre un scoop. Surtout, ne le répétez pas.
Je l'ai écrit, c'est écrit. Le président du conseil départemental m'a dit que pour le département, ils allaient acheter des livres. Eh ouais. Hein? Un par habitant. Ah oui, là, donc, il n'y en a pas assez. Donc allez, à la louche, 130 000. Ah oui, tu peux aller, tu peux. Je vais raconter la fin de l'histoire. Moi, j'aimerais dire un mot du début de l'histoire. Oui, oui, vas-y. Donc, il y a 2 ans et demi, le directeur de l'époque, qui était vraiment remarquable, Jean-Luc Rebel, qui est venu ici, directeur de des petites éditions Kern, me dit, dans la collection Petite Histoire, qu'il m'avait confiée il y a 10 ans, j'ai pensé, on pourrait faire un Jaurès. Alors je lui dis, ah, tu crois que Jaurès, quand même, il en a déjà beaucoup écrit dessus? Il me dit, oui, dans cette collection, ça pourrait aller. Bon, mais je dis, ok, on cherche. Donc, nous cherchons tous les deux. Et il me téléphone un jour en me disant, ça y est, j'ai trouvé un auteur pour Jaurès, c'est un historien, je ne dis pas le nom ni rien, et moi, le même jour exactement, en bavardant avec Bernard Bessou, je me dis, il est plein de socialisme, de tout ça, et je lui dis, alors je dis au directeur, écoute, est-ce que tu as vraiment passé le marché, est-ce que tu as vraiment dit à l'historien, ok, il me dit non, j'ai simplement demandé un accord de principe. Je lui dis attends parce que moi j'ai un autre fer au feu et donc je demande à Bernard Bessou qui... D'ailleurs, en lui demandant, immédiatement j'ai su que c'était l'homme de la situation. Bon, bien sûr, il a accepté. Donc, et je trouve que c'est une bonne idée finalement de ne pas avoir confié à un historien, mais d'avoir confié à quelqu'un de cultivé, bien entendu, qui a fait un très gros effort d'historiographie, de bibliographie plutôt, mais qui a donné à ce livre une force, je dirais, sur le plan des idées, sur le plan... Il a porté ce livre. Un historien n'aurait pas fait mieux, au contraire. Il aurait traité Jaurès comme un livre sur Clémenceau, tout ça, tandis que lui s'est identifié à Jaurès. Voilà. Monsieur Bessou. Merci. Donc je vais continuer avec Jaurès. Même si que lorsque j'aurai terminé les conférences, les discussions, les débats, etc., comme je trouve que la situation d'aujourd'hui... D'ailleurs, j'ai retrouvé, en travaillant, en préparant ce soir, j'ai retrouvé un article que j'ai commis en 2015, où je conclus sur Jaurès, sur la République, etc. C'était un article que j'avais fait à propos de cette année sanglante avec Charlie Hebdo, avec... les différents attentats, Magnanville, etc. après. Donc Jaurès, nous allons continuer notre compagnonnage, sans faire tourner les tables. Mais vous ne pouvez pas vous figurer tout ce que lit Bernard Bessou. Parmi les ouvrages qui paraissent, tout ça, il dévore tout ça. Il fait des notes de lecture, il réfléchit là-dessus, c'est incroyable, vraiment. Il est insomniaque. Il est insomniaque. Oui. Il doit ruiner sa famille en achat de livres. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Tu m'as dit qu'un jour je déshéritais mes enfants. Et quand il est passé par là, il y a un message, votre boîte mail est pleine. Il ne vous a pas parlé du duel? Ah, le duel. Alors, il a eu 2 duels. Un duel contre un député qui a été ministre, député qu'on appelle à l'époque des Basses-Pyrénées. Et il a eu un duel qui est raconté dans ce livre avec Déroulède. Alors Déroulède, nationaliste, avait fomenté plus ou moins un coup d'État au début des années 1900 contre la République. Et donc, on l'avait expédié ailleurs, on l'avait expatrié. Et il se trouve qu'avant d'être expatrié,
un professeur d'un lycée de la région parisienne dit non, ne croyez surtout pas aux fables de Jeanne d'Arc, etc. Ça, c'est du baratin. Il dit à ses élèves, n'y croyez pas, surtout. Bon. Et Déroulède monte sur ses grands chevaux. Que fait-il, ce professeur? Il faut le virer, etc. Et Jaurès défend le maître, et le ton monte. Le ton monte jusqu'à ce que, on va régler ça par un duel. Mais la famille de Jaurès essaie de la dissuader, etc. Il n'y arrive pas. Et donc, Déroulède est en Espagne. Et il dit, monsieur Déroulède, ça va être simple. Vous allez venir à Hendaye et on va régler ça sur le champ d'honneur. Et Jaurès prend le train avec ses amis, ses conseillers, sa famille, et les discussions vont bon train. C'est le cas de le dire. Et il arrive là-bas. Le duel ne s'est pas déroulé à l'épée. Il s'est déroulé au pistolet. Et il s'est déroulé près de l'île aux Faisans, que tout le monde connaît ici, à Bayonne, à Hendaye, pardon, Hendaye. Mais c'était des hommes d'honneur, mais c'était des hommes un peu humains. Surtout Jaurès. Jaurès était humain. Donc ils se sont tirés l'un sur l'autre. Mais ils ont visé à côté des pieds. Et c'est comme ça que s'est conclu le duel Jaurès-Déroulède. Et le bouquin est parfaitement bien écrit parce que il raconte, là aussi on trouve les confidences de Jaurès dans ce train, etc., qui parle de Déroulède, mais il n'en parle pas d'une façon vindicative. Il dit que Déroulède, c'est un garçon intelligent, certes, c'est un nationaliste, certes, qui en veut à la République, etc., mais quand même, il y a un respect. Mais il y a eu des insultes, donc il faut laver ça par le duel. Bien sûr. Eh bien, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.